Quelqu'un qu'on va entendre à l'instant, parce qu'on a parlé de l'évidence, en tout cas on a parlé du danger du nucléaire en cas d'incident et qui masque un autre désagrément causé cette fois par le transport de l'électricité produite par les centrales. Celle de l'EPR de Flamanville sera distribuée en Basse-Normandie, dans les Pays de la Loire et en Bretagne, via une ligne à très haute tension qui traverse la Manche. Ligne THT, 163 km de long, déjà en service et au pied de certains de ses 414 pylônes. Elle a posé certains problèmes à ses riverains. Nous en avions parlé dans Sur la route en 2013 et nous avons souhaité y retourner pour rencontrer celui qui se bat pour les agriculteurs concernés. Nous sommes donc à 150 km de Flamanville. Alors le mercredi, comme tous les jours, on a trois écoles. École primaire et 2 collèges, collège public et collège privé. Mais sincèrement, ça fait 10 ans que je fais ce job. Et je dirais, au départ, c'était presque une nécessité. Parce qu'à 56 ans, se retrouver plus d'outils de travail, plus d'activité. Sincèrement, je préférerais aujourd'hui donner un coup de main à un de mes fils qui devait continuer notre exploitation avec un autre associé. Je préférerais leur donner un coup de main, à semer du maïs ou faire de l'ensilage d'herbe, que de faire du transport scolaire. C'était pas, c'est comme ça, mais bon. Alors Serge Provost, il y a encore 10 ans, vous étiez agriculteur près de la commune de Saint-James, à Saint-Laurent-de-Tergat. Vous aviez une exploitation, vous aviez des vaches. Combien de vaches ? C'est-à-dire, on avait, moi et mon fils et mon épouse, on avait 70 hectares, on avait 140 bêtes, on avait une référence équerre de 496 000 litres de lait. On avait tout ce qu'il fallait pour vivre, honnêtement, correctement, et voilà. Serge Provost, est-ce que vous vous rappelez la première fois, dans les années 90, où des agents d'EDF viennent vous voir et vous expliquent, voilà, on voudrait installer un pylône électrique pour conduire l'électricité de la centrale de Flamanville? Alors, la toute première fois sur notre exploitation, ça s'est passé en 88. Mais d'une naïveté totale, on a tout accepté et tout signé. Y compris l'indemnité à l'époque, il me semble que c'était 30 000 francs. Mais à vie durante, on touche un chèque et puis point à la ligne. Et je dirais qu'à cette époque-là, personne ne parlait même pas d'effet direct des champs électromagnétiques. Nous, on n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit. Mais on a été pendant quelques années à essayer de faire le rapprochement entre les pathologies qu'on avait sur notre cheptel et, disons, la mise sous tension de la première ligne. Donc ça a été 4 mois après la mise sous tension de la première ligne, on s'est rendu compte que de toute façon, là, le cheptel laitier, il y avait des anomalies, c'est-à-dire enduration des mamelles, cellules et mammites. Et puis après, ça a été jusqu'aux avortements, ça a été 1 an ou 2 ans après. Alors là, EDF à l'époque, avec les champs d'agriculture et les préfectures, et le financement d'EDF à l'époque, ont mis une expertise physique et sanitaire en place en 92. Alors quand j'ai vu comment que ça se passait, je peux vous assurer que je n'ai pas été surpris du résultat des comptes rendus au point de vue sanitaire. Ils m'ont trouvé un virus sur le cheptel, le virus de la BVD, parce que j'étais suivi. Bon, c'est un virus comme si c'était la grippe. C'est-à-dire quand on sait qu'aujourd'hui, que tout être vivant qui est stressé, qui n'est pas en forme, tous les virus, tous les microbes, ils les chopent. Bon, nous, sur notre cheptel, en 15 ans, on a eu toutes les maladies virales. La coccidiose, la paraptube, la BVD, le RSV, tout, la grippe en plein été. On a eu toutes les pathologies. Et certains scientifiques parlaient que des effets champs électromagnétiques. Mais nous, sur notre outil de travail, sur notre cheptel, depuis qu'on a acheté tous les appareils en 95, on s'est bien rendu compte que ce n'étaient pas les effets directs des champs électromagnétiques qui perturbaient les animaux. Ça fait 25 ans qu'on a mis en avant
le phénomène d'induction dû au champ électromagnétique et le phénomène de courant parasite, c'est-à-dire courant vagabond. C'est-à-dire que le bâtiment est implanté sur des zones, des veines de terre conductrices qui sont sur les mêmes failles où les pylônes ont été implantés. Donc l'équipotentialité et la mise à la terre du bâtiment récupèrent les tensions d'écoulement des pylônes. Ça fait 25 ans qu'on a mis en avant, je dirais, ces problèmes-là. Et nous, depuis 25 ans, on est pacifistes. Parce que ce qui nous est arrivé, on aurait eu le tempérament corse, il y a longtemps que des pylônes auraient sauté. J'ai averti toutes les autorités au plus haut niveau qu'on ira jusqu'au bout, mais à un moment donné, moi dans quelques années, j'ai plus rien à attendre de personne. Je veux bien me porter le garant que je le ferai. On n'est pas contre le progrès, on n'est pas contre l'énergie électrique, on n'est pas des antis. Par contre, on ne veut pas être victime d'une déclaration d'utilité publique. C'est clair, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Et aujourd'hui, je soutiens, c'est des dizaines et des dizaines de dossiers sur le territoire français. Et on sait très bien que le mot courant vagabond, ah ben là, c'est pire qu'un secret défense. Eh bien, on verra. On verra jusqu'où. Tout ce que je souhaite, c'est de pouvoir vivre encore, je dirais, 7-8 ans. Mais on va faire sortir la vérité. L'honnêteté doit l'emporter à la magouille du fric. Moi, je sais que personnellement, si j'avais voulu me taire, je devrais être aux îles Baléares. Voilà. À demain. Non, à vendredi. Au revoir. À vendredi. Au revoir. Au revoir. À vendredi. Yannick Rousselet, la transparence, c'est un mot que vous utilisez souvent chez Greenpeace. C'est clair que... C'est comme ça peut-être qu'on peut lier les deux dossiers, en fait. Que ce soit pour le nucléaire ou que ce soit pour les lignes de tension, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est de pas nier les problèmes. Surtout d'éviter le déni, comme c'est très très souvent la question. Je pense que les gens peuvent être à même de prendre des responsabilités, mais à condition qu'ils sachent. Et après, ils prendront leurs responsabilités dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est important que les gens sachent. Mais vous avez une position sur cette ligne à très haute tension ? Sur la ligne à haute tension, clairement, nous nous sommes opposés à cette ligne à haute tension parce qu'elle était directement liée à l'EPR, c'est-à-dire que c'est un projet en soi. Maintenant, il est clair que, quelles que soient les énergies de demain, et on aura besoin des interconnexions. Les interconnexions, la souplesse dans le réseau, c'est quelque chose dont on aura besoin. C'est-à-dire donc, pour l'énergie renouvelable ? Il y a actuellement un projet de ligne pour passer par Origny et aller vers l'Angleterre. Clairement, nous ne nous opposerons pas, nous, à cette ligne, parce que c'est aussi la nécessité. On dit qu'il y a 3 gigawatts de puissance hydrolienne, donc hydrolienne dans la mer avec le raz Blanchard, c'est vrai, mais 3 gigawatts, il faut bien les sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, de fait, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait des lignes de haute tension, même si en même temps, il est extrêmement important de prendre en compte ces risques sanitaires, les problèmes des rayonnements ionisants. Il y a de nombreux pays qui maintenant font un couloir de 300 mètres de chaque côté de la ligne, comme si on faisait une autoroute. Et ça, c'est évident qu'on a un véritable problème de ce côté-là en France. Michel Laurent ? Oui, quand on est au Conseil général, on a eu le débat pour l'affaire effectivement du monde agricole vis-à-vis de ces lignes. Et la délibération que nous avons prise à l'unanimité, c'est de dire qu'il n'y aurait aucune construction à moins de 300 mètres de ces lignes. Et s'il y a une maison ou s'il y a un stabus, on les déplace, on les achète, on trouve des solutions. Donc ça, c'était une position qui était claire et définie par le département de la Manche, et je crois qu'il faut se rendre honoré de cela. Concernant la ligne THT, comme tu l'as dit, Yannick, tout à l'heure, demain, on a tous un projet d'hydrolienne dans le raz Blanchard, il faudra bien transporter ce courant. Donc cette ligne ne servira pas qu'au nucléaire. Et quand on parle d'hydrolienne, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut essayer les énergies renouvelables. Pourquoi pas ? On va faire d'abord des fermes pilotes dans le raz Blanchard. Yannick Rousselet, on a commencé cette émission avec l'EPR de Flamanville, on peut la terminer avec. Je crois que l'EPR avait 10 ans, un délai de 10 ans à compter de 2007 pour réaliser le premier chargement en combustible nucléaire. C'est encore loin d'être le cas. Quel avenir pour l'EPR ? Pour nous, c'est clair. D'abord, il ne sera pas chargé avant la fin donc des 10 années prévues pour le décret, par avant 2018 à minima. Je ne suis même pas sûr qu'il marchera un jour, personnellement. Et en tout état de cause, l'objet technologique, la filière EPR, elle est morte aujourd'hui. Ça, c'est la conclusion de Greenpeace. Michel Laurent, 2 mots. Alors, l'EPR, effectivement, c'est un sujet important, mais je voudrais quand même dire à Yannick, effectivement, on parle des coûts, on parle des délais. C'est une tête de série. Lorsqu'à l'arsenal de Cherbourg a construit le premier sous-marin nucléaire, il faut savoir que le deuxième a coûté moitié moins cher.
Parce que d'abord, les études étaient Mais dans payées. le nucléaire, c'est l'inverse. On n'a aucune économie d'échelle. Depuis le début, on augmente toujours les coûts. On s'est engagé sur l'EPR, il faudra bien qu'il fonctionne. Bon, d'ici là, en octobre, EDF et Areva doivent mener des essais complémentaires et prendre une décision donc, sur cette cuve qui présente des anomalies. Merci Yannick Rousselet de Greenpeace et à vous, Michel Laurent, maire honoraire de Beaumont et président par intérim des commissions locales d'information. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Baubert. Merci à France Bleu Cotentin pour son accueil. À la technique ce soir, c'était Marie-Brigitte Leflot. La semaine prochaine, second volet de nos 2 émissions sur la réforme territoriale et la fusion des régions. Nous serons entre l'Alsace et la Lorraine. À vendredi, il est 17h55. C'est l'heure de retrouver Catherine Libert pour la Radio Livre.